Ah ouais. Bienvenue dans les Blabla du Quai, le podcast où l'on s'arrête un instant sur le port de Bénodet, face à la mer, pour écouter les histoires de celles et ceux qui l'ont connu, aimé, affronté. Ici, au bar des Bluniers, entre un café, un verre et un souvenir, on parle de vie, de vent et du temps qui passe. Je suis Laurent, et chaque mois je tends le micro à une voix du bord de mer, pour une conversation intime, drôle, touchante, parfois poétique, mais toujours vraie. Installez-vous, le quai est tranquille, l'histoire commence. Henri, bonjour. Cher Laurent, bonjour. Bonjour Henri, alors c'était une évidence pour moi de vous inviter dans les Blabla du Quai, parce que l'épisode d'avant, je rappelle que c'était Marine Carteron, qui est aussi une très belle écrivaine, qui a écrit un livre qui s'appelait Les Effacés, qui a un succès assez important. Et donc l'idée, c'est quelqu'un qui est oublié dans un musée et qui, en parcourant les toiles, eh bien, les personnages des toiles lui parlent, et notamment celles qui sont effacées derrière par les peintres, souvent toutes ces femmes qui ont été perdues. Donc ça m'a fait penser à vous, Henri, notamment dans votre livre, dans votre pièce Les personnages oubliés. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu. Alors, je vous ai rencontré plusieurs fois à Bénodet et bien sûr dans Quimper. Et j'ai vu plusieurs de vos pièces, dont La Péniche. Et je me suis demandé, à un certain moment dans votre pièce, vous parlez il y a un personnage qui sort, qui s'appelle l'homme de l'île. Aujourd'hui, le quai reçoit un passager au long cours, un explorateur de l'âme et du silence. Henri Lebal. Henri, c'est un homme aux mille visages. On le connaît écrivain, dramaturge, philosophe ou encore galeriste passionné pour les ombres de Montparnasse. Et pour le comprendre, il faut l'imaginer l'hiver seul, sur l'île de Ouessant, là où il ancre sa plume dans le vent pour donner vie à ses œuvres. Avec lui, nous allons naviguer entre le logos et le sacré, évoquer ce mystère de l'Eucharistie qui l'anime et découvrir les coulisses de son futur oratorio en 24 tableaux. Henri, merci d'avoir posé ton sac ici le temps d'un échange. Bienvenue à bord des Blabla du Quai. Êtes-vous, Henri, cet homme, un homme de l'île ? Je ne suis pas l'homme de l'île, je ne suis pas un homme de l'île. Cependant, l'île, pour tout écrivain, représente, me semble-t-il, la métaphore parfaite. Alors, l'hiver, vous écrivez sur l'île de Ouessant. Alors, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi c'est important pour vous ? Est-ce l'île, le rapport avec la mer ? Est-ce que l'ensemble ? D'abord, mon épouse Isabelle est de Ouessant. Sa famille, Causan, signifie en breton le plus vieux de l'île. Et c'est mon épouse qui a créé le Salon du Livre de Ouessant il y a 30 ans, c'est-à-dire ce salon où tous les ans, sans interruption depuis 30 ans bientôt, donc, nous recevons une cinquantaine d'écrivains, éditeurs de toutes les îles du monde, de tous les océans, de toutes les mers, des Caraïbes aux Antilles, des Antilles à la Polynésie, de la Polynésie aux Mascareilles. C'est fascinant. Et donc, tout naturellement, c'est sur l'île d'Ouessant que tous les hivers, dans cette petite maison de famille, j'écris l'ensemble de mes textes, des pièces de théâtre et autres spectacles. Quel rapport il y a dans cette île ? Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Qu'est-ce qui vous fait écrire dans cette île et au milieu de cette mer d'Iroise ? La chose évidente suivante, c'est que l'île est l'image du retirement du verbe. Dans ce grand continent qui par essence contient tout, ce grand continent du blablabla, cette masse qui semble représenter la totalité de la prose, face à lui, au loin, ce lieu du retirement où le logos, ou le verbe, ou la parole, selon votre choix, s'est retiré. Donc un petit peu cet endroit, ce moment que vous avez construit vous-même sur cette île pour pouvoir écrire, c'est un petit peu votre matrice, la matrice de votre œuvre. Quelle est votre mécanique d'écriture ? Comment vous faites ? C'est le matin, c'est le soir, c'est tout le temps ? Non, c'est le matin. Mais Ouessant, pourquoi ? D'abord, Ouessant
très essentiellement les misdus, les mois noirs, les mois où il y a de moins en moins, où il y a le moins de personnes sur l'île. Parce que l'île devient le lieu où va pouvoir être retrouvé le silence. Écrire le matin, c'est-à-dire installer dans la maison le silence jusqu'à poser une petite dentelle sur laquelle mettre sa théière pour pas qu'il y ait de bruit, pour que rien ne vienne rappeler le grand boucan. Et que de ce silence puisse se faire entendre le au loin de la parole qui parle, de l'être qui dit. Quel est l'esprit sur cette île? Comment vous recevez cet environnement et ces gens qui sont autour de vous sur l'île de Ouessant? Nul autre environnement que l'être. C'est une présence. Quant aux habitants, ceux qui sont là au cœur de l'hiver, ceux qui ne sont pas repartis chez leurs petits-enfants sur le continent, ou ceux qui ne sont pas commerçants, qui sont allés rejoindre les cocotiers à l'autre bout du monde après une saison difficile, ceux qui restent sont compagnons d'un étrange équipage. Je vous en donne un exemple. J'ai un chemin côtier que j'arpente tous les après-midi, après la matinée, pratiquement le même pas à pas, etc., mais qui est à chaque fois un monde nouveau. Et donc il y a un chemin côtier, il y a un endroit où je reviens du Grand Ouest et je fais face tout au loin au clocher de l'Empole. Le clocher est intérieur à la fameuse pince de crabe. Et un jour, je rentre et je vois au loin arriver en face de moi un homme qui marche. On est nécessairement appelé à se croiser. Le chemin côtier, il fait pas 20 cm de large. Et juste après ces 20 cm, c'est la falaise qui tombe. Donc, il va falloir qu'on se croise. Et c'est fâcheux. Et il y a déjà plus que 600 mètres. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas envie de parler, c'était bien, j'étais dans le silence, je réfléchissais éventuellement à la sonorité d'un vers pour demain matin qui pourrait aller avec telle autre sonorité. 400 mètres, j'ai rien à lui dire. Qui c'est d'ailleurs? Je le reconnais, je vois bien. 300 mètres, c'est le boulanger. Ah mince, bon, le boulanger, je suis pas passé chercher mon pain ce matin, de toute manière, j'en avais pas besoin. Ça y est, on est presque. Et il arrive et soudain, à 2 mètres de moi, il me dit... C'est beau, hein? Et moi, en le croisant, aucun de nous deux s'arrête. Je lui réponds, oui, c'est beau. Et nous nous sommes croisés, nous sommes repartis. On s'est juste dit ça parce que c'est de la même réalité dont on parle. C'est beau, c'est tout. Alors aujourd'hui, nous enregistrons cette émission traditionnellement dans ce bar de Bénodet avec tous ceux qui sont là autour de nous et qui assistent à cette émission que je remercie énormément. Henri, vous êtes un personnage. Vous êtes un personnage parce que quand on vous croise dans la rue, les cheveux au vent, une allure, souvent une canne, un costume sombre. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes auteur de pièces de théâtre, auteur de romans, vous êtes aussi galeriste, vous tenez plusieurs galeries à Quimper et je crois à Paris. Parlez-moi de ce métier que vous avez secondaire ou conservateur de la peinture. Je crois que vous êtes spécialisé dans Montparnasse. Expliquez-moi, pourquoi vous faites ça? C'est à la fois très simple et un peu moins. J'ai besoin de visuels. Et j'ai besoin de visuels plus que jamais, j'allais dire. Nous vivons une époque extraordinaire. Je pense que nous sommes de ces 2 ou 3 générations, celles précédentes et que dire des suivantes, qui auront, comme nul autre dans l'histoire de la civilisation, pu vivre des changements incroyables. Mes parents ont vécu à une période où l'idée même de compter l'histoire en centaines de millions d'années par rapport à l'extinction des dinosaures, que sais-je, était incompréhensible. Et là, nous, aujourd'hui, ça y est, on est dans un monde où nous savons que nous habitons une planète qui tourne autour d'un astre, lequel astre tourne dans une galaxie qui contient des milliards d'autres astres, laquelle galaxie tourne avec d'autres milliards de galaxies dans des distances qui nous rendent fous.
si on les examine aussi rationnellement que faire se peut, tel que nous avons appris à penser, en étudiant la philosophie, en étudiant les mathématiques, comme tout le monde, au collège, au lycée, à l'université, on devient fou. Les chiffres que nous manipulons ne sont pas de l'ordre de notre raison. Ce fameux horizon des événements dont on parle. Et donc nous sommes les premières générations qui devons affronter un mode de raisonnement où la raison n'a plus les capacités à intégrer cela. Nous voyons dans l'infiniment grand, nous voyons dans l'infiniment petit. J'entendais parler l'autre jour dans une merveilleuse émission d'infratrons, des particules qui remontent à 10 moins 43 secondes du Big Bang. C'est à la fois sublime et affolant. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant qu'on voit dans les deux infiniments? Maintenant que les fenêtres de l'invisible nous sont ouvertes sur quelque chose dont nous n'avions même pas conscience. D'où cette nécessité de voir, dans un monde qui est devenu une pure abstraction, de s'arrêter à quelque chose de possible. Et puis de découvrir soudain, alors, c'est de plus en plus admirable. Avant, on avait un spectre, on disait, voilà, le champ du visuel, c'est, on va dire, les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis après, on a su qu'il y avait l'infrarouge, les ultraviolets, les ondes gamma. Et maintenant, les ondes radio sont invisibles, sont un élément du visible. L'oreille est un élément du visible. Entendre l'invisible. Mais quelle période! Et dans ce monde, alors pourquoi la peinture? Des fenêtres sur l'invisible. Il y a une très belle anecdote, une très jolie nouvelle brésilienne, où un brave veuf, paysan pauvre du Sertão, veut pour les 10 ans de son fils lui faire un cadeau. Et il dit à son fils, demande-moi ce que tu veux. Et le fils, l'enfant, le petit garçon lui dit, je veux voir la mer. Et donc, il va y avoir un grand voyage du papa en car pour aller du Sertão jusqu'à la plage du côté de Natal. On imagine, vous voyez, ces très grandes plages, magnifiques, à perte de vue, face à l'Atlantique. Et ils arrivent, après des semaines, des jours et des jours de voyage dans la chaleur tropicale, presque équatoriale. Ils arrivent, le car s'arrête, il y a une grande dune, il faut monter. Et de l'autre côté de la dune, c'est l'océan, le grand océan. Ils descendent tous les deux du car. Le papa pose la valise et il dit à son fils, vas-y, monte, c'est là-bas. Et le môme part, il court. Et arrivé en haut, il s'arrête, saisi. Le père voit qu'il est sidéré. Il le rejoint. L'enfant est là, il attend, il a la main tendue, il attend la main du père. Et le père lui prend la main. Et l'enfant, face à la mère, lui dit, aide-moi à voir. Henri, vous êtes visiblement un homme de foi. Quelle est la place du sacré dans votre vie? Non. Quelle place faisons-nous au sacré? Tout est sacré. Où sommes-nous dans ce sacré? Où nous situons-nous par rapport à l'être? C'est l'inverse. Dans ce cas-là, est-ce que vous vous sentez un petit peu un gardien de la tradition, ou un gardien du temple, ou un gardien de la foi? Ces choses qui disparaissent peut-être, est-ce que vous êtes là pour les ressusciter, pour les montrer, pour les éveiller, comment vous voyez ça? Mais non, c'est surtout qu'il faut que je veille sur moi, le moi qui envahit tout. Je relisais encore l'autre soir le grand poème introductoire de La Nuit obscure de Jean de la Croix. Regardez ces vers comme ils sont, invraisemblables de beauté. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, oh, l'heureux sort. Je sortis sans être vu, tandis que ma demeure était déjà en paix. On a la chair de poule. Par une nuit profonde, étant toute angoissée et enflammée d'amour, il parle de son âme. Il parle de son âme. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas d'être le gardien de quiconque. Il s'agit de se laisser être protégé par son âme. Tout à l'heure, vous avez dit, dès le début de cette interview, vous avez parlé du logos.
Est-ce que vous pourriez expliquer déjà ce que c'est que pour vous le logo, c'est comment il vient s'intégrer dans votre vie? Oui, c'est très simple. On va reprendre le point de départ, c'est-à-dire Reprenons. la naissance de la philosophie, Platon qui fait cette synthèse complètement majestueuse de deux courants qui le précèdent de 2-3 générations, à savoir le 1 parménidien, l'école d'Élée, et puis cette école d'Héraclite l'obscur. Héraclite qui dit que quelque chose est qui est un, et ce un est en tant qu'il parle, nous l'appellerons logos. Le logos, c'est l'être en tant qu'il est parole. On va faire un saut de 300-400 ans et effectivement, on retrouve le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe se fait chair. Et on va faire toute l'histoire de la philosophie occidentale avec ce théâtre d'ombre qui est celle de la pensée orientale, bien sûr, qui est la chose suivante, le dilemme. Qu'est-ce que cette parole dont l'homme est porteur? Alors de deux choses l'une, ou bien le langage est né des besoins animaux, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie d'aimer cette femme, et c'est une possibilité. Ou bien le langage est un dieu, est un don fait par les dieux aux hommes. L'alternative est simple, c'est ou l'un ou l'autre. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle? Tout à l'heure, vous parliez du Big Bang. Est-ce que finalement, le Big Bang est à la physique ce que le logos est à la métaphysique ou à la philosophie? C'est très intéressant. Et ça devient à la fois aussi poétique que compliqué. C'est moins compliqué que c'est poétique. Y a-t-il encore possibilité d'une métaphysique après ce XXe siècle scientifique? C'est la vraie question. Pour faire court, l'équivalent du bateau ivre, aujourd'hui, c'est une équation de Dirac. C'est d'une beauté incroyable. Elle est là, la poésie d'aujourd'hui. Peut-on, reprenons le grand texte de Hannah Arendt des années 50, la crise de la culture européenne. Peut-on encore penser métaphysiquement aujourd'hui avec les découvertes scientifiques? Eh bien, renversons la proposition, comme elle nous y invite d'ailleurs. Et si la vraie pensée n'était pas la pensée poétique, c'est-à-dire redonner au non prosaïque toute sa place, c'est-à-dire la possible traduction du verbe, c'est-à-dire de l'être qui parle. Merci Henri. Vous déclarez toutes ces paroles dans vos livres, dans vos romans et aussi dans vos pièces de théâtre. Quel est le meilleur outil, selon vous, entre le théâtre et puis le roman qui vous permet de vous exprimer le mieux et d'explorer tous ces mondes infinis dont vous parlez? Ça supposerait un petit peu de temps. Je vais utiliser une image, sinon je ne vais pas pouvoir. C'est comme Magellan. Au bout de l'Atlantique, il doit y avoir un chemin pour rejoindre les Indes. Et ce fameux passage de Magellan, de petit îlot en petit îlot, d'échec en échec, pour passer de la prose et atteindre le domaine de la traduction possible de ce qu'on a entrevu par la science, la poétique. Évidemment qu'on pouvait descendre et passer par le Horn, mais ça, c'est le grand mystère. Il y a un autre élément qui est important, je crois, pour vous, c'est la musique. Et donc vous avez fait plusieurs spectacles total, comme vous avez aimé le dire parfois. Et ce spectacle total, c'est sous la forme souvent vous avez fait plusieurs oratorios. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un oratorio et comment vous l'appréhendez? Et puis enfin, quel est votre prochain projet? Pour faire simple, un oratorio, c'est comme une pièce de théâtre, sauf qu'elle n'est pas jouée. Elle n'est pas jouée au sens où on l'entend aujourd'hui, voilà, un spectacle, mais plutôt proposé comme un récital. Le texte est incarné par des personnages, mais qui sont en général des chanteurs, avec en plus de la musique. Donc, pièce à plusieurs personnages. C'est entre l'opéra et la comédie musicale. Oui, ça pourrait être une très très belle définition. C'est un spectacle sur un thème, spectacle dialogué, dont les interprètes sont ou musiciens ou chanteurs. Avec une particularité, c'est qu'en général, essentiellement,
le sujet est un sujet sacré. Et là, il se trouve que pour les 150 ans de la paroisse Notre-Dame-des-Champs à Paris, qui est à la fois la paroisse des Bretons de Paris, bien sûr, mais aussi la paroisse des artistes de Paris. Oui, c'était à 2 pas de Montparnasse. Ah oui, là où c'était l'église de Fujita, c'était l'église de Mac Jacob, enfin voilà, c'est tout ce petit monde. Eh bien là, pour les 150 ans, on m'a proposé d'écrire un spectacle sur un sujet très inattendu, enfin voilà, inexploré totalement, qui va s'appeler Un tel, pourquoi ? Parce que c'est un mot qui n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible, dans un moment très particulier. Et donc voilà, il y a tout le chœur de la cathédrale de Quimper qui va participer à cette aventure avec 4 solistes, une voix araméenne, une jeune chanteuse avec qui j'avais fait plusieurs spectacles à Beyrouth, une voix bretonne, Ifik Flatresse, qui chante les psaumes en breton remarquablement, une voix lyrique, Marc Schuss, en l'occurrence le chef de chœur de la cathédrale, et puis une voix de jazz, Marine Seznek, voilà, car le jazz, c'est l'improvisation, c'est-à-dire interpréter dans le temps, l'éternité, bien, plus grandes orgues, plus harpe classique, sur ce sujet incroyable, Un tel. Donc on va le créer le 21 mars à Paris, et puis, comme c'est le cœur de la cathédrale de Quimper, on reviendra ici à la cathédrale le proposer pour les Bretons le 10 et le 12 avril. Voilà. Alors effectivement, donc Un tel, oratorio en 24 tableaux, sera présenté donc boulevard du Montparnasse dans l'église Notre-Dame-des-Champs le samedi 21 mars 2026 à 20h30. Henri, vous avez parlé du sacré. Quelle est pour vous la cérémonie la plus sacrée ? Qu'est-ce qui symbolise le plus la fête du sacré ? C'est pas symbolisé. Nous sommes entre nous, nous avons eu déjà l'occasion d'avoir des discussions, cher Laurent, donc je vais y aller franchement, c'est radical, c'est ce qu'évoque Simone Veil dans La pesanteur et la grâce, c'est l'Eucharistie. C'est incompréhensible, et comme dit Simone Veil, c'est pas à comprendre, c'est à contempler. C'est sublime, c'est le prix à payer du poème, le passage de Magellan. C'est sublime ou c'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui passent dans votre rue ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour ou les rassurer ou les mettre en garde sur le monde qui s'adresse à eux et qui est en train de surgir ? Vous n'avez pas idée des beautés que vous allez découvrir. Et à vos enfants ou petits-enfants ? Nous nous sommes réveillés ce matin sans nous douter que cet après-midi, par un Max Jacob, nous rentrerions dans l'atelier d'un peintre et nous verrions un tableau qui s'appelle « Les Demoiselles d'Avignon ». Nous allons prendre une limonade après et nous n'avons pas idée que ce soir, nous allons assister à un concert qui s'appelle « Le Sacre du Printemps » et que demain, par ces 2 œuvres, le monde ne sera plus le même. Henri, merci. Merci beaucoup de ce moment très chaleureux qui nous élèvera le plus haut possible, je l'espère. Nous allons boire un petit verre maintenant, j'espère. Pourquoi petit, cher Laurent ? Oui, effectivement. Je remercie tous ceux qui assistent encore à nos enregistrements. Henri, c'est un bon moment que j'ai passé avec vous, je vous en remercie. Et pourquoi pas, je vais peut-être aller voir votre femme, Isabelle, qui a aussi des choses à dire. Nous verrons ça dans un prochain épisode. Merci Laurent. Merci Henri, au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode des Blabla du Quai. Le voyage continue. Dans notre prochain rendez-vous, une nouvelle voix viendra enrichir nos échanges, pour nous emmener encore plus loin au fil des souvenirs et des marées. À très bientôt, ici même, sur les quais de l'Odé. Ainsi vont les Blabla du Quai.